sujet, je voudrais en préalable donner ou indiquer deux raisons qui justifient en partie le contenu de ma communication. La première d'entre elles pourrait être qualifiée de personnelle dans la mesure où elle recoupe étroitement ma biographie intellectuelle. Je suis ethnologue, un ethnologue qui depuis un certain nombre d'années s'intéresse, travaille sur les Touaregs. Dans notre jargon, je dirais que les Touaregs sont tout à la fois mon objet d'étude et mon terrain. Or, dans mon cas, il ne s'agit en rien d'un choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, par exemple, dans mon cas, une quelconque imposition universitaire ou autre. Si je me reporte en arrière, il m'apparaît indiscutable que mon investissement tardif au demeurant dans la discipline ethnologique et le choix de mon objet d'étude, les Touaregs, sont absolument liés. Dit d'une autre manière, je ne serais certainement pas devenu ethnologue si je n'avais au préalable, lors d'un séjour en Algérie en tant que coopérant, si je n'avais donc au préalable rencontré les Touaregs. Il n'empêche qu'avec le recul du temps, il m'apparaît aussi nécessaire d'interroger ce choix, car faut-il le préciser, ce n'est pas un choix absolument neutre. Et au terme de cet exercice de réflexion, ma conclusion est tranchée. Si j'ai tant désiré lier investissement ethnologique et sexualité touareg, c'est bien, comme beaucoup d'autres avant moi, je n'ai pas été insensible à l'image valorisée et valorisante dont bénéficient les Touaregs dans ce qu'on pourrait appeler notre imaginaire colonial. Et ça m'amène à évoquer la deuxième raison qui justifie en partie cette communication, à savoir celle de la spécificité du stéréotype Touareg. Il est fort vraisemblable que durant ce colloque, un grand nombre de communications vont démontrer, et cela à juste titre, comment les autres coloniaux ont été stéréotypés de manière négative, ont été stigmatisés. Or, dans le cas Touareg, il y a bien évidemment aussi stéréotypisation. Ça, ce n'est pas le problème. Mais pour l'essentiel, c'est que cette stéréotypisation débouche au final sur une représentation globalement positive et valorisée. Aussi, si vous me le permettez, on peut dire que, quelque part, les Touaregs, dans le cas de ce colloque, les Touaregs font tâche. Mais c'est aussi pour cela, me semble-t-il, que c'est intéressant d'interroger le stéréotype Touareg. Alors, c'est cette particularité du stéréotype Touareg que je voudrais un petit peu aborder maintenant, et en m'attardant, comme je l'ai déjà dit, sur un auteur particulier, à savoir Henri Duverrier. Alors, qui était Henri Duverrier? En gros, sa vie mériterait d'écrire une biographie entière. J'ai d'ailleurs entendu dire que c'est en train de se faire. Quand je dis ça, ce n'est pas moi qui l'écris, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est en train de se faire. Alors ici, je ne vais évoquer très rapidement que quelques moments de la vie de Duverrier, quelques moments nécessaires pour comprendre la suite de mon propos. Bon, Henri Duverrier, c'est d'abord le fils d'un Saint-Simonien célèbre. Son père était Charles Duverrier, et donc c'est un trait extrêmement important, vu le rôle qu'ont joué justement les Saint-Simoniens en Algérie. Henri, quant à lui, il est né en 1840. Très tôt, il a exprimé le vœu, disons, d'explorer le Sahara. Et effectivement, dès 1857, ça veut dire qu'il n'a que 17 ans, Henri Duverrier effectue un long périple, un long et premier périple, dans la partie nord du Sahara. La partie nord, c'est bien en gros, ceux qui connaissent, Biskra, la Boîte, etc. Mais à l'époque, c'est déjà un petit exploit. Mais le voyage qui le rendit célèbre, Henri Duverrier, fut celui qu'il effectua 2 ans et demi plus tard, pendant 2 ans et demi, de mai 1859 à septembre 1861. À cette occasion, il séjourna plusieurs mois chez les Touaregs de l'Ager, donc dans la partie sud-est du Sahara algérien, et dans une contrée où la présence coloniale française n'était absolument pas installée à l'époque, puisque la présence coloniale française dans cette région-là, ça sera au début du XXe siècle. Donc, il est là parmi les Touaregs de l'Ager, et comme il le dit lui-même, dans une belle formule, il va se transformer en observateur stationnaire. Et durant son séjour, Duverrier va ramener une foule de données, tant sur le Sahara que sur ses habitants. À son retour à Alger, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à son retour à Alger, il est très gravement malade, mais malgré tout, avec l'aide du docteur Varnier, personnage important, il va pouvoir rédiger l'ouvrage qui va le rendre célèbre et qui s'appelle « Les Touaregs du Nord ». Et c'est un ouvrage qui va de suite
devenir une référence quasi incontournable pour quiconque désire parler ou étudier les Touaregs et le monde Touareg. À ce livre s'ajoutera ensuite un ouvrage plus court intitulé Journal de route, qui est lui publié après, de manière posthume, après la mort de Duverrier, et qui est le journal qu'a tenu Henri Duverrier durant son voyage. Alors je vous indique ces deux ouvrages, ce sont les deux références principales dont je vais me servir dans la suite de mon exposé. Alors ce n'est pas, c'est bien, ce n'est pas un exposé sur Duverrier, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment Duverrier est celui qui a construit, qui a installé, si je puis dire, le stéréotype Touareg, stéréotype qui, après, lui, évoluera, mais finalement très peu, et que l'on retrouve encore, je pense, en grande partie aujourd'hui. Alors, comment apparaissent les Touaregs dans les écrits de Duverrier? Vous prenez justement le livre dont je vous parlais, les Touaregs du Nord, vous allez dans la seconde partie de ce livre, partie que je qualifierais volontiers d'ethnographique, et là, pendant de longues pages, Duverrier donne et commente ce qu'il appelle, ouvrez les guillemets, les caractères moraux des Touaregs. Alors, j'ai relevé les caractéristiques données par Duverrier de ces Touaregs. Je les cite en vague. Vous allez trouver, par exemple, la bravoure, la défense de leur hôte, la fidélité aux promesses et aux traités, la patience, la résignation et la fermeté dans la misère, la haine de l'oppression, l'amour de l'indépendance. Je m'arrête là. Franchement, la liste est encore longue. Je pourrais ajouter, par exemple, je cite à nouveau Duverrier, le mensonge, le vol domestique et l'abus de confiance sont inconnus des Touaregs. La liste n'est pas complète, mais vous avez déjà compris qu'on est en présence là d'un portrait particulièrement louangeur. Il n'y a vraiment que des qualités qui s'énumèrent pendant 5-6 pages. Mais ce portrait est très généralisateur. Il n'y a aucune contextualisation. C'est le Touareg en tant que tel. Alors, c'est pour ça que je voudrais maintenant me référer à l'autre texte du Duverrier, à ce fameux journal de route qui a quasiment été écrit à chaud, encore une fois, durant son voyage. Parce qu'on va retrouver la plupart des traits que l'on trouve dans les Touaregs du Nord, mais on va les retrouver, si vous voulez, contextualisés, à partir d'épisodes vécus par le jeune Henri Duverrier. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais par exemple, à la date du 11 août 1860, Duverrier et son guide arrivent à Radamès, oasis à l'heure actuelle du sud libyen. Les Touaregs leur réservent un bon accueil, et voilà le commentaire de Duverrier. Plusieurs d'entre eux demandèrent s'ils pouvaient venir me saluer. Ils vinrent en effet, et je leur fis des compliments. Tout ceci est bien poli et n'aurait jamais eu lieu en pays arabe. Autre citation où Duverrier évoque l'attitude des Touaregs face à la mort. Quand quelqu'un meurt, on ne pleure pas chez les Touaregs. On ne vient pas, comme chez les Arabes, faire des visites de condoléances et des Saint-Jean. Et puis enfin, une dernière citation, une qui s'applique, disons, aux femmes Touaregs, mais à nouveau contextualisée. Il y en a beaucoup dans le journal de Duverrier. On peut penser qu'il n'a pas été insensible au charme des belles Tardia. Enfin voilà celle qui est en date du 18 août. Je reçois la visite bienvenue de 3 dames tardies. L'une d'elles est jeune, assez grande, elle est de plus très bien peignée. Sa coiffure est sur le devant, identique à nos bandeaux plats d'Europe. Un peu plus loin, les ornements de ces tardillas sont sobres. La belle porte 3 légers bracelets à chaque bras. Le tout est de bon goût et serait bien vu en Europe. Ainsi, ce ne sont plus les ornements grossiers des Arabes. Alors, inutile d'allonger la liste. Si vous prenez le journal de route, vous aurez ce genre d'épisode très souvent. Vous aurez compris, image très positive, effectivement, donnée des Touaregs. Mais aussi, apparition d'un fait capital. À aucun moment dans ces écrits de Duverrier, on se trouve dans une simple relation duel, dans une relation de face à face, où d'un côté, on aurait l'observateur, en l'occurrence Duverrier, et de l'autre, les Touaregs. Dans tous les cas, les traits positifs sélectionnés pour caractériser les Touaregs sont présentés en opposition avec ceux censés caractériser les populations arabes. Et là, on est dans ce que j'ai appelé dans les textes précédents, donc je ne vais pas trop y revenir, une relation triangulaire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais Duverrier, les Touaregs, il y a toujours Duverrier,
les Touaregs et les Arabes. Et dans cette relation donc triangulaire, l'arabe c'est le troisième terme, c'est le second homme. Alors cette relation, enfin ce type de configuration plutôt, n'est pas apparu ex nihilo. Alors là aussi je n'ai pas développé, parce que je suis désolé, je l'ai déjà fait aussi un petit peu dans des textes précédents, mais il est bien évident qu'il y a là aussi une reprise du schéma triangulaire qui avait lieu en Algérie, disons, du Nord, avec le couple, bien sûr, berbère-arabe, même si ça se complique un petit peu dans le cas touareg. Mais encore une fois, je ne vais pas développer cela. Je vais plutôt m'attarder sur une autre caractéristique du stéréotype touareg, tel qu'il se met en place chez Duvernay. Alors, caractéristique déjà présente dans certains des extraits que je viens de vous lire. Ainsi, par exemple, quand il fait l'éloge des femmes touareg, quand, par exemple, dans son journal, hein, il dit que les ornements grossiers des femmes, elles n'ont pas, elles ont beaux bijoux et pas les ornements grossiers des femmes arabes. Il ajoute aussi, le tout est de bon goût et serait bien vu en Europe. Autre citation qui va dans le même sens. Une autre visite, toujours dans le même journal. Ces deux dames sont très dégourdies et je suis de plus en plus frappé des rapports qu'il y a entre l'esprit des Tardillas, leurs relations avec les hommes, leurs idées de la convenance et celles qu'ont mes concitoyens. Ce qui veut dire que le même mouvement qui sépare les Touaregs des populations arabes va rapprocher les Touaregs de nous. En faire, si vous voulez, sinon des semblables, en tous les cas des presque semblables. Dans une présentation où raisonnement analogique et comparatisme diachronique règnent en maître, hein, trois thèmes vont ici s'entremêler. Encore une fois, pour opérer ce rapprochement, opérer cette distinction Touareg-arabe et opérer ce rapprochement Touareg-européen. Alors, trois thèmes vont s'entremêler. Celui de la société Touareg pensée à partir du féodalisme européen, celui qui s'attache au rôle et au statut de la femme Touareg, et celui d'un présupposé christianisme originel. Alors, pour tenter de démêler cet écheveau que je suis en train de vous donner, il n'est peut-être pas inutile de revenir justement sur une caractérisation récurrente de la société Touareg chez Duvernay, à savoir le statut élevé, le rôle central joué par les femmes. Sur ce point, je vous ai déjà fourni des citations du journal de route, hein, mais on peut encore là aussi revenir sur une autre citation qui, elle, se trouve dans les Touaregs du Nord. Alors, je vous la lis. S'il y a un point par lequel la société Tardy diffère de la société arabe, c'est par le contraste de la position élevée qui occupe la femme comparée à l'état d'infériorité de la femme arabe. Et ça, Duvernay va le développer longuement avec de nombreux exemples. Je ne peux pas prendre ici, parce qu'on n'en a pas vrai dans le temps, mais par exemple, il va énormément jouer sur monogamie, polygamie. Hein, nous dire, chez les Touaregs, on est dans une société de monogamie, avec une femme respectée. Chez les Arabes, on est dans une société polygame, où la femme est réduite à l'état de bétail. Hein, c'est absolument des termes que l'on trouve chez Duvernay. Et, en même temps, ça veut dire qu'à nouveau, va s'enclencher le processus de rapprochement. Parce qu'il n'y a pas simplement dévalorisation de la femme arabe, mais il y a aussi rapprochement entre sociétés touareg et sociétés occidentales. Alors, autre citation, un peu longue, je ne vais pas vous la lire en entier, mais vous trouvez des termes comme, à propos de la femme touareg, elle est plus heureuse que la femme arabe. Elle est comme les dames de nos contrées civilisées. Et puis je lis une phrase, ce n'est pas sans quelque émotion qu'après avoir traversé 400 lieues de pays dans lesquels les femmes sont réduites à l'état de bêtes de somme, comprenez la partie arabe de l'Algérie, on constate en plein désert une civilisation qui a tant d'analogies avec celle de l'Europe chrétienne du Moyen-Âge. Alors je me permets à nouveau de relever la dernière expression, une civilisation qui a tant d'analogies avec celle de l'Europe chrétienne du Moyen-Âge. Et là, dans une perspective à nouveau analogique revendiquée, s'instaure la ressemblance entre société touareg et société féodale, mais aussi l'apparition du thème d'un fond chrétien originel. Alors, pour ce qui est de la société féodale, la comparaison entre les seigneurs du désert et les seigneurs de l'époque du Moyen-Âge, elle est, au départ, la première fois qu'elle apparaît chez Duvernay, c'est dans son journal de route. Et elle apparaît liée à une impression visuelle. Impression visuelle parce que voilà,
les premières lignes à l'intérieur. Je ne puis m'empêcher d'admirer, quand la lune s'est levée, les Touaregs sur leurs méharas, avec leurs armes desquelles tombent des lanières de peau diversement ornementées, leurs vêtements fantastiques et leur immobilité sur ces grands animaux au pas lent et régulier. Ils ont quelque chose qui me reporte en pensée au temps de notre chevalerie. Et réellement, les Touaregs ont dans le caractère quelque chose de chevaleresque qui me plaît beaucoup. Donc vous voyez, c'est vraiment une image de cinéma, je dirais. Hein. Ensuite, dans le journal de route, dans les Touaregs du Nord, il va y avoir, par Duveyrier, tout un recensement de traits qui peuvent justifier cette première impression. Alors, je ne vais pas tous vous les donner, mais par exemple, hein, il va relever que, selon lui, on trouve dans la société Touareg une forme d'amour courtois très proche de celle que l'on pouvait trouver en Occident, toujours en Occident médiéval. Par exemple, il va vous dire, les Touaregs ont presque tous leur ami. Ils la prônent comme les chevaliers prônaient leur dame. Et ils inscrivent sur les rochers ou les murs de Radamès des louanges leur adresse en tifinagh, tifinagh étant l'écriture touareg. Si je dois les croire, l'ami n'est que pour les yeux et non pas pour le lit, comme chez les Arabes. Donc là, vous retrouvez tout, hein, vous retrouvez l'opposition touareg-arabe, la valorisation de l'homme, la dévalorisation de l'homme, et en même temps, encore une fois, cette sorte de manière de faire des Touaregs, pas des autres nous-mêmes, parce qu'on est malgré tout dans un schéma que je qualifierais d'évolutionniste, hein, mais des presque nous-mêmes, c'est-à-dire l'équivalent de ceux qu'étaient les nôtres à l'époque du Moyen-Âge ou de la chevalerie. Alors ce thème de la société féodale a ensuite été très largement repris et amplifié par Duveyrier, mais c'est aussi dans cette veine-là que va apparaître le paramètre religieux, avec à nouveau l'importance capitale de la femme touareg. Pourquoi? Parce que la femme touareg, selon Duveyrier, bien entendu, a su, malgré l'islam, préserver le socle chrétien sur lequel est en partie construite sa culture. C'est-à-dire l'idée qu'on retrouve un peu, effectivement, dans les textes sur la Kabylie, que le fond, d'après Duveyrier, hein, il y aurait un fond chrétien à la société touareg, que l'islam serait venu par-dessus, mais d'abord n'aurait pas pu l'emporter, parce qu'il y a une résistance de la femme, notamment sur les problèmes de monogamie et de polygamie, et qu'il n'aurait pas pu complètement, si vous voulez, rayer ce vieux fond chrétien. Alors, je passe sur certaines élucubrations. Hein, Duveyrier en a fait quelques-unes. Après Duveyrier, ce sera encore pire, hein, sur des signes analogiques, par exemple, la selle de chameau qui a une croix devant, et ça pourrait être un signe, etc., d'une chrétienté ancienne. Mais, je vais vous lire quand même à nouveau une phrase pour bien vous montrer, encore une fois, ce lien entre la femme, la faiblesse de l'islam et le vieux fond chrétien. En constatant encore aujourd'hui l'interdiction de la polygamie au Touareg, n'étant pas autorisée à conclure que les femmes ont forcé leurs maris, leurs frères et leurs enfants à n'accepter de l'islamisme que ce qui ne les concernait pas. En effet, car en deçà de la région des dunes de l'Herbe, on voit la femme arabe telle que l'islamisme l'a faite, et au-delà de cette simple barrière des sables, la femme touareg telle qu'elle a voulu rester, on reconnaît dans cette dernière la femme du christianisme. Alors, je dirais qu'à ce moment-là, la boucle est bouclée. Dès lors, les Touaregs sont non seulement distingués des populations qui leur sont voisines, c'est-à-dire les populations arabes, mais par tout ce jeu de comparatisme diachronique et d'analogie que j'ai déjà signalé, que malgré leur exotisme, ils sont rapprochés de nous. Il faut quand même bien voir que, là je suis peut-être un peu en train de détruire le texte de Duveyrier, il faut quand même bien voir que ce texte est un texte initial, que par certains côtés d'ailleurs, il faudrait rentrer dans les détails, et que sous le nom de Duveyrier est paru certainement des choses qui lui appartiennent à lui, mais que le docteur Varnier, vous savez que je vous ai signalé au début, hein, ce monsieur qui va aider Duveyrier à finir son livre, parce que Duveyrier est dans un état de santé lamentable, et peut-être pour beaucoup dans l'apparition des thèmes que je viens de signaler. Mais il faut aussi surtout bien voir que ce texte de Duveyrier, malgré toutes les critiques, bien évidemment, encore que les critiques rétrospectives, ça n'a pas grand intérêt, hein, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher maintenant, est le texte qui marque une première
première rencontre. Je veux dire par là que Duveyrier, c'est encore quelqu'un qui a découvert une société touareg qui était libre et indépendante, qui n'était pas encore sous le choc colonial. Et si on lit vraiment l'ensemble de Duveyrier, on va s'apercevoir que c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que je l'ai fait apparaître dans ce cours exposé. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il donne là tous les éléments qui ensuite vont être repris et amplifiés par les auteurs qui vont venir après lui. Et alors ceux qui vont venir après lui, là, ils ne transigeront plus. Non seulement ils vont reprendre ça, mais ils vont l'amplifier, ils vont même le naturaliser avec le rôle fondamental que va jouer l'anthropologie physique qui va chercher, malgré tout, à montrer que les Touaregs sont des Blancs par opposition aux autres populations africaines, et comme eux, ils seront dans une situation coloniale, où il n'y aura même plus la rencontre, malgré tout, qu'il y a pu y avoir entre Touareg et Duveyrier, une situation de domination, et bien le mythe Touareg va, encore une fois, être grossi, amplifié, et va s'installer de manière durable, et pour vous dire vrai, je pense qu'il est encore très largement vivant aujourd'hui, il suffit de lire la plupart des textes qui se rapportent au sein. Voilà, j'ai essayé de faire court, j'espère que